Eh bien, avant de conclure ce 40e numéro de Miasme, eh bien, on va recevoir Fred de Lithosphère qui va nous présenter son activité. Et entre autres, il fabrique ce genre de petites choses juste magnifiques. Eh bien, bonsoir Fred, comment vas-tu? Bonsoir Antoine, ben ça va, écoute, ça va bien. Donc, toi, tu es... comment est-ce que tu te définirais? Artisan, mouleur, sculpteur, artiste? On, on nous dit artiste, mais on va pas avoir cette prétention, on va qualifier ça comme modeleur, mouleur, tout simplement. Ouais. D'accord. Et donc, alors pour te présenter à notre public, euh, tu as lancé une gamme de produits sur, sur un site qui s'appelle Shop Artefact, où l'idée, qui est très très bonne idée, c'est de reprendre les fameux artefacts du passé et de les reconstituer, parce que forcément, t'as pas forcément accès aux pièces pour pouvoir en faire on va dire de l'imprimerie 3D, donc c'est toi qui le reconstitue, donc tu es obligé de l'étudier, cet objet, et donc du coup ça donne des petites choses comme ceci, hop, que je vais montrer. Donc celui-ci, c'est par exemple le calendrier Maya, Ouais, ouais c'est Piedra ça, del ouais. Sol. Ouais, Piedra del Sol, ouais. Donc ça c'est une pièce qu'on a réalisée il y a quelques temps, justement à la demande d'un client, et on l'a, comment je dirais, emmené dans le domaine un peu décoratif pour que tout le monde puisse avoir accès à cette magnifique objet, parce qu'il est assez chargé en sculpture et en détail, en sachant que cette pièce fait 3,60 m de diamètre à la base. Donc on l'a réduite à une taille de 80 mm, avec la même définition qu'il aurait pu prétendre être à l'époque. Et vous allez d'ailleurs super loin dans le détail, hein, c'est-à-dire que quand on a l'objet sous la main, on voit bien que comment dire, il y a une gravure en relief qui est ultra précise, et les détails sont tellement petits, honnêtement, il me faut une loupe, moi, pour pouvoir en apprécier vraiment tous les détails. C'est ça. C'est la subtilité d'ailleurs, et c'est ce qu'on aime aussi dans le métier qu'on fait, c'est de pouvoir justement, avec les méthodes et les techniques qu'on a actuellement, c'est de pouvoir apporter cette précision et la subtilité justement de faire découvrir ces objets, et même, comme tu viens de le résumer, c'est de pouvoir éventuellement prendre une loupe et puis d'aller chercher dans les profondeurs pour voir la finesse et le moindre détail que ces fameux Aztèques avaient poussé à l'époque. Alors, toujours sur cette Piedra del Sol, elle est déclinée aussi en couleur or, on va dire. Hop. Et elle peut servir elle est soit sur un format support, soit un format pendentif, soit sur un format presse-papier. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'effectivement, à partir du même objet, c'est de pouvoir le mettre au quotidien autour de soi, que ce soit décoratif, qu'on soit passionné ou pas. Ça peut être un objet simplement décoratif, si la personne n'est pas forcément intéressée par l'histoire, puisque ce fameux calendrier Maya nous annonçait en 2012 la fin de notre ère, enfin la fin d'une ère. Pour d'autres, c'était la fin du monde. Donc c'est un objet qui peut paraître un peu, des fois, comment je pourrais dire, dérangeant pour une majeure partie d'un public, quoi. Alors après, justement, on l'a décliné pour pouvoir le glisser où on veut, chez soi. D'accord. Alors, depuis le début de notre conversation, donc tu dis on, c'est-à-dire que tu n'es pas tout seul dans cette aventure. Non, on est, on est trois. D'accord. Tu veux nous les présenter? Alors, il y a mon associé qui s'appelle Ludovic Huet, et puis j'ai une personne qui s'appelle René Pouillard, qui est le papa de Patrice, Ah, qui, d'accord. qui, qui lui gère toute la partie, justement, c'est une personne qui a un savoir, et il nous transmet son savoir depuis quelques années.
Donc c'est respect à lui aussi parce que effectivement toutes ces œuvres, alors il y a, comment je dirais, nous en interne on fait vraiment la recherche sur la thématique, sur support documents, archives, et puis avec l'accompagnement de René, on met au point justement des fichiers qui nous permettent de passer soit en usinage avec une CN, ou alors en modelage qu'on fait en interne, modelage donc de la pâte à modeler ou de la terre. D'accord. Et vous répartissez les tâches comment en termes d'action sur les objets? Toi, tu es plus spécialisé sur un champ d'action, par exemple? Alors moi, je chapeaute, je pas sans prétention, je chapeaute pratiquement l'intégralité du projet. Et à côté de ça, on se donne les différentes missions qu'il y a à chacun pour aussi bien sur l'état de surface, la finition. Mon collègue Ludo est plus dans le côté finition, donc les patines que tu vois noir et or. Et à côté de ça, René est plus axé sur la programmation, conception graphique et usinage. Et pour ma part, on va dire que je lis, on se lit les uns aux autres, mais je suis un peu au-dessus pour donner les lignes. Et à côté de ça, moi, ma mission, c'est de mettre au point les recettes des produits, la conception des moules, et éventuellement, si on décide de faire de la petite ou moyenne ou voire très grande série. D'accord. Un objet comme celui-ci, c'est combien d'heures de travail? Alors celui-ci, pour résumer, en simple usinage, avec les moyens qu'on a actuellement, ça c'est une pièce, il faut compter 70 heures de travail pour la machine. Tout ce qui est après à côté, conception graphique, recherche, je te dirais que sincèrement, il y a même des projets où on ne compte pas nos heures. Il y a ce côté aussi passion qui fait que il y a une veille permanente et on le fait même indépendamment les uns des autres. Et quand on a les éléments, on fait des petites réunions entre nous et puis on apporte, on fait évoluer le dossier en fonction de ce que chacun a ramené. Et en fait, en recherche sur la thématique, je dirais qu'on peut mettre des coefficients 5 à 10, hein, ça peut aller très loin. Oui, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est pas une imprimante 3D, hein, on est bien d'accord, vous n'avez pas les modèles, vous les reconstituez, donc finalement tu es presque obligé, pour pouvoir créer toi ton moule, de te mettre dans la tête, dans la peau de l'artisan de l'époque qui a créé le modèle pour vraiment retrouver toute la logique de construction, la finesse des mouvements, etc. etc. Ouais, complètement. Ouais. Oui, on s'invente pas non plus. Ce métier est assez particulier, hein, ce qu'on fait, parce qu'on est très peu de faiseurs. En France, il y en a, hein, mais c'est des métiers où il n'y a pas d'école d'ailleurs. On est autodidacte, hein, avant tout. Par là-dessus, il y a effectivement cette passion aussi de l'histoire qu'on a pu apprendre quand on était gamin à l'école, mais quand on a vu quelques documentaires qui nous ont ouvert un peu l'esprit, ou si on est ouvert justement l'esprit, ça nous permet de se remettre un peu en question et puis de se dire pourquoi pas essayer de concevoir ce genre d'objet, mais entre l'étape là et la finalité, effectivement, il peut se passer un certain temps avant de voir naître un objet physiquement dans nos locaux, quoi. D'accord. Alors, aujourd'hui au catalogue, qu'est-ce que vous avez? Si je vous partage un petit peu votre site, qu'est-ce que vous proposez? Alors à cette heure-ci, on propose le calendrier Maya, effectivement, sous 2 formats différents. On a le mur de Cusco qui est, comment je dirais, côté ludique en 2D&demi, où là c'est un petit puzzle, un petit pêle-mêle, là, si d'ailleurs j'invite les gens à se le procurer et à essayer de le reconstituer sans le plan qu'il y a dans la notice d'utilisation. C'est ça. Alors le puzzle, effectivement, je vais le montrer, mais pas trop, pour pas qu'il tombe, parce que c'est un vrai puzzle. Il n'y a pas énormément de pièces, hein, mais alors sans le plan, c'est juste enfer.
Ouais, c'est ça. C'est juste l'enfer. D'ailleurs, quand on voit ce puzzle, on voit qu'il y a toutes les pièces qui s'imbriquent les unes avec les autres. Et quand on se dit que c'est de la reproduction exacte de ce qu'il y a à Cusco, les artisans maçons à l'époque, ils sont vraiment triturés la tête pour tout faire coïncider. C'est juste la folie, ça aussi. Ouais, complètement. Et alors nous, c'était déjà un défi de pouvoir refaire ce puzzle. Donc on a travaillé avec de la photographie prise sur site pour être réellement, comment je dirais, collé à l'original. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs ou de réalisateurs de documentaires qui en parlent, dont le fils à René, sur ces fameux murs cyclopéens. C'est que là, toi, tu l'as devant toi en 2D et demi, si on peut dire ça. Mais généralement, ils ont la même imbrication, mais sur le plan de 3D. Donc ça veut dire qu'en arrière-plan, c'est comme si on construisait un jeu de cubes, comme quand on était gamin à Walt Disney, là. Mais derrière, justement, il y a ces fameuses imbrications que tu as face à toi, mais en arrière-plan, elles sont identiques aussi. Donc l'idée, par la suite, quand on aura un peu plus de souplesse au niveau de notre planning, on aimerait effectivement les créer en 3D. Ok. Allez, alors je montre très rapidement la dernière pièce que vous avez actuellement, qui est le Moai. Ouais. Le Moai, oui. Le Moai, alors son nom est assez pas tendancieux à dire, mais voilà, c'est celui qui est exposé effectivement au British Museum à Londres. Et on s'est inspiré justement pareil de toujours la même démarche, c'est qu'on a pris des photos, on a pris des documents et on a essayé d'être le plus juste sur la représentation qui je pense était sur site avant que les Anglais viennent l'extraire de cette fameuse île de Pâques. Parce que c'est un des seuls d'ailleurs qui a été retiré, si on peut dire ça, de ses racines de l'île de Pâques. Donc on retrouve tout ça, tout ton catalogue sur shop-artefact.com. Voilà. Sinon vous tapez shop artefact sur Google, vous allez tomber directement sur le site. Donc c'est vraiment des très très belles pièces décoratives et pas que. Voilà. Et nous, ce qu'on avait envie de vous proposer avec Fred, eh bien c'est dès qu'il sort un nouveau modèle, qui vienne nous en parler à l'antenne et nous expliquer la partie historique de chaque modèle, savoir quels obstacles il a eu à franchir, quelles solutions il a dû trouver pour pouvoir arriver à fabriquer cette pièce. Voilà. Et donc je pense que ça va être vraiment intéressant parce que c'est vrai que ces objets-là, on a l'habitude de les voir dans les revues, dans les documentaires, sur les web TV, mais on ne se met pas 2 secondes à la place des gens à l'époque qui ont fabriqué ces objets pour se dire c'est quand même un boulot monstrueux. Et je pense que ça va sensibiliser le public à ce genre de réflexion. Et donc le prochain projet, le prochain en cours, là, celui qui devrait sortir bientôt, quel est-il ? Alors là, on a quelques, on va mettre un peu l'eau à la bouche à nos futurs passionnés qui se rendraient sur le site. C'est qu'on est en train de développer ce fameux disque de sabot qui lui, justement, on parle de technique et de complexité d'artefacts. Celui-ci est plus que, alors c'est pas compliqué, mais il est hors du commun quand même. C'est qu'il était taillé dans du schiste et avec une finesse juste impressionnante. Et même nous, avec les moyens qu'on a techniques, même les nouveaux matériaux qu'on a à disposition, on tourne autour depuis, ça va faire, voilà, tu m'as demandé tout à l'heure le temps que ça peut nous demander. C'est un objet, ça fait à peu près entre 6 et 8 mois sur lequel on est en réflexion dessus. On va bientôt pouvoir le présenter, peut-être qu'on le présentera chez toi en avant-première. Alors on parlera pas de moulage, mais on parlera déjà de réalisation, de reproduction à l'échelle 1. Donc il fait 60 cm de diamètre, et ça va déjà donner une idée un peu de comment on va pouvoir appréhender le moulage, les tirages,
Et ce qu'on aimerait sur ce disque pour que les gens aient la possibilité, aient l'accès à se l'approprier, c'est de faire 3 déclinaisons d'échelle. Voilà. On le sortira à l'échelle 1, à l'échelle 1 cinquième, 1 demi, 1 cinquième, et après, à voir. Après, on n'a pas encore prédéfini les échelles totales, mais on peut le décliner en 4 formats, je pense. Ok. Bon, en tout cas, on a hâte que tu aies finalisé ce projet et que tu viennes nous en parler. Surtout que j'ai déjà plein de questions en tête sur le sujet. Aucun problème. En tout cas, Fred, je te remercie et puis je te dis à très très bientôt alors. À très bientôt, Antoine. Merci pour l'accueil et bonne soirée. Merci, salut.